Bonjour, donc si je fais cette vidéo, c'est parce que vous êtes sur la chaîne de l'expatriation. Je traite évidemment beaucoup de ce qui se passe en Asie de manière générale et vous le savez, j'ai été expatrié pendant quelques années en Chine, donc je garde nécessairement un œil attentif à ce qui s'y passe. J'ai d'ailleurs appris un peu le chinois, enfin, suffisamment quand j'y étais pour pouvoir travailler. Et bon, j'aime bien la civilisation chinoise, je m'entends très bien avec les Chinois, mais voilà, le problème c'est que actuellement il y a quand même des news qui viennent de cette zone-là et qui sont quand même assez difficiles, puisque on parle. Là, je vois par exemple, hein, je suis tombé sur ce site, patrouille furtive du J-20 chinois autour de Taïwan, la pression chinoise s'intensifie. Si je regarde l'article, hein, il y est dit la Chine a accru la pression militaire sur Taïwan en multipliant les incursions aériennes autour de l'île, dont certaines incluent désormais le J-20 chasseur furtif de 5e génération. Donc, Pékin met en scène des patrouilles de préparation au combat et des scénarios de frappe de précision contre des cibles à Taïwan. Ces vols passent régulièrement la ligne médiane du détroit de Taïwan, longtemps considérée comme une limite tacite. Voilà. Et disons que ça, c'est c'est vraiment la phrase qui a levé un signal, hein. Taipei a comptabilisé plusieurs milliers de sorties chinoises autour de son espace aérien depuis le début 2025. Donc, avec jusqu'à 26 appareils détectés en une seule vague et plus de 2 tiers franchissant cette ligne médiane. Donc, en tout cas, c'est perçu à Taïwan, hein, visiblement comme pas une agression, mais en tout cas vraiment une menace, quoi. Et c'est vrai que la situation, elle n'est pas vraiment très simple. Elle n'est pas vraiment très simple. Pour moi, je considère que historiquement, la Chine a toujours montré les muscles quand ça se passait mal en interne. Et je connais pas la situation tout à fait exacte, en fait, de la Chine au niveau économique, parce que j'ai pas vraiment pris le temps d'étudier ça ces derniers mois. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de très bien se passer au niveau économique. Et donc, s'il y a du chômage, s'il y a vraiment une crise économique qui s'installe avec un risque de chômage de masse en Chine, ça peut vraiment être très inquiétant pour le pouvoir. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il peut y avoir il peut y avoir une tentation de montrer plus les muscles et donc ça a vraiment des répercussions dans ce genre-là, hein, puisque bon, évidemment euh, ça pose ce genre de problème. Donc voilà, c'est un peu l'idée. On a aussi une déclaration qui m'avait un peu surprise de Donald Trump, hein, qui dit que Xi Jinping comprend les conséquences d'une invasion de Taïwan par la Chine. Ils en ont probablement peut-être pas parlé, mais en tout cas, le sujet est là massivement sur la table, chose qui s'était pas produite vraiment avant. Euh, ce qu'on peut voir, c'est le fameux J-20, le chasseur furtif. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est Chengdu J-20. On voit, donc j'ai regardé ses caractéristiques par rapport au Rafale, hein. Le plafond, c'est 20 000 mètres d'altitude. Si on regarde le Rafale, c'est 15 220 mètres. Bon, maintenant, les chiffres qu'il y a sur Wikipédia à propos de cet avion sont peut-être pas tout à fait exacts non plus, parce que c'est pas non plus des données qui sont nécessairement trop publiques. Le rayon d'action, 2000 km. Le rayon d'action, là, on est à 1000.
km dans un cas, 1700 km dans l'autre, voilà. On peut voir un rapport poids poussé 0,94, rapport poids poussé 1,5 à vide et 0,62 donc chargé au maximum. Voilà, ensuite armement, donc 9500 kg de bombes ou de missiles pour le Rafale. Et le reste, c'est pas ultra clair, on va dire. On a à vide et charge maximale. Et avec armement, on va dire, ça fait à peu près 12 000 kilos. Donc voilà, les performances sont celles-là. Donc, je veux dire, c'est quand même sérieux. Je veux dire, voilà, des milliers de sorties chinoises autour de son espace aérien depuis début 2025. On est en novembre. Ça fait quand même, assez chaud, on va dire. Donc, il y a vraiment un souci, quoi. Je veux dire, voilà, la situation est nouvelle, en tout cas, la situation est nouvelle. Et donc, bon, voilà, la question, les questions se posent. S'il devait y avoir, comment dire, un antagonisme, je vais expliquer pourquoi j'utilise ce mot-là, un antagonisme entre la Chine et Taïwan, quelles en seraient les conséquences? Alors quand j'utilise le mot antagonisme, ça veut dire il peut y avoir différentes possibilités. Il peut y avoir par exemple un blocus, ça peut être une possibilité, un blocus éventuellement bien sûr militaire, et pas nécessairement une tentative d'envahissement. Je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression que je ne sais pas si les Américains diraient quelque chose a priori, mais ça me paraît peut-être compliqué pour les Chinois en fait de réaliser des opérations préparatoires d'invasion sans que ça se voie vraiment de très loin. D'un autre côté, voilà, la situation, elle est quand même assez inquiétante avec ces histoires de survol d'avions en permanence autour de l'île. Il peut y avoir aussi des incidents, donc ça c'est vraiment problématique, et il peut y avoir un conflit chaud. Donc là, le problème, c'est qu'en cas de conflit chaud sur Taïwan, le risque c'est d'avoir une extension du conflit à la zone qui se trouve ici. Donc pour les Européens, le problème eh bien, serait probablement une rupture des approvisionnements sur toute la partie, déjà tout ce qui vient à partir de Chine, enfin je veux dire tout ce qui vient de Chine, tous les composants électroniques fabriqués dans cette région, tous les ordinateurs, etc., il y aurait probablement une coupure des flux d'approvisionnement. Parce que bah, déjà Taïwan, ensuite j'imagine ça serait très compliqué pour la Corée et le Japon, parce que éventuellement est-ce qu'ils interviendraient pour protéger l'île? En fait c'est toute la question. Est-ce que les Américains interviendraient à partir de ces pays-là pour protéger Taïwan? C'est aussi toute la question. Il y a les Philippines qui se trouvent ici. Ici, il y a la mer de Chine qui est revendiquée très fortement par la Chine, alors que finalement le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie y ont beaucoup de droits. La Malaisie, peut-être pas, oui aussi l'Indonésie. Donc ça serait assez compliqué. D'autre part, la Chine, j'imagine, voudrait quand même maintenir ses importations de pétrole et exportations. Donc tout ça, ça passe à travers le détroit ici de Singapour. Ça peut devenir très très compliqué dans la zone. Voilà.
Et de manière générale, ça peut assez vite devenir très compliqué dans toute la zone. Ça veut dire le Myanmar, la Birmanie, parce que stratégiquement, d'abord, c'est pas un pays nécessairement très très fort. Ensuite, c'est un pays qui est stratégique parce que il permet à la Chine d'avoir un accès. C'est pas un pays qui est très stable actuellement, donc ça permettrait éventuellement à la Chine d'avoir un accès direct sur l'océan Indien. Donc, ça serait vraiment, voilà, ça serait vraiment indispensable pour eux. Mais voilà, il y aurait ce genre de problème. Il y aurait éventuellement aussi ben, beaucoup moins de fournitures. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne vraiment ces derniers temps, hein, c'est que quand on prend les matières premières, donc si vous voulez, quand on regarde les commodities, hein, si on regarde les matières premières, je prends par exemple le cuivre. Si je regarde le cuivre, hein, donc là on est actuellement en 2025, on voit que le cuivre est vraiment enfin, monte de manière assez hallucinante en fait. Alors on peut se dire que c'est les data centers, de l'intelligence artificielle, etc. Mais quand même, quoi, je veux dire, actuellement, on est quand même. Les Américains se posent la question de savoir s'ils sont pas en récession. Le reste du monde a l'air de pas aller super bien non plus. On voit d'ailleurs que les prix du pétrole, comme dans une récession, en fait, sont en train de chuter, hein. On est quand même sur des plus bas. Alors peut-être pas les plus bas, mais je veux dire, voilà, on était là en 2014. C'est à peu près les prix qu'il y avait pendant la crise des subprimes. Alors je sais bien qu'il y a l'inflation, il y a plein de choses dans ce genre-là, mais quand même, enfin je veux dire, on est plus dans un niveau bas au niveau du pétrole que dans un niveau, on est clairement pas en surchauffe, hein. C'est vraiment assez évident. Donc quelque part, ça montre pas, comment dire, un modèle économique qui se porte bien, hein. Ça veut dire que voilà, les gens consomment moins, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il y a un problème au niveau du cuivre. Visiblement, le cuivre monte beaucoup. Quand on regarde aussi le Baltic Dry Index, c'est un index qui permet de calculer le prix d'emport des marchandises sur les bateaux. On voit aussi que quand même il est dans une séquence haute, hein. Donc bien que on soit dans un moment où visiblement il y a des problèmes de consommation, on est quand même dans une période haute, hein, comme on l'a rarement été. Pas jamais, mais en tout cas rarement été, hein. On voit là, ici, on était à ça, c'était en 2019 et puis en 2013. Et puis évidemment, bon, bah, il y a la pandémie avec la forte demande qu'il y a eu après, quoi, je veux dire. Et puis après, voilà, en 2023, il s'est passé des choses. Donc voilà, c'est quand même tout ça pour dire que ça peut correspondre, je sais pas, à des fournitures de cuivre massives, à des pays qui mettent en réserve le cuivre, parce que le cuivre, il est indispensable pour pouvoir construire des armes. Donc c'est vraiment une question très, très importante. Donc voilà, pour les Européens, en tout cas, clairement, le risque majeur, c'est vraiment des risques de pénurie sur tout ce qui est la technologie, la tech, etc. Tout ce qui est les équipements électriques, électroménagers, tout ce qui est produit en Asie. Donc vous imaginez les smartphones, les choses comme ça. Je veux dire, les smartphones sont produits en Chine, donc il y a très peu de. Si jamais il y avait un conflit sérieux, à ce moment-là, bah, il y aurait plus de smartphones chinois. Non seulement il y en aurait plus, mais les vendeurs en Occident auraient beaucoup de mal à réparer à réparer les smartphones qui viendraient de là-bas. Ils auraient beaucoup de mal à trouver des pièces de rechange. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient beaucoup de mal à maintenir la garantie. Éventuellement, il y aurait même des attaques de cybersécurité sur ces équipements-là. Donc, clairement, il y a un problème.
éventuellement, il peut y avoir aussi des attaques de cybersécurité sur les ordinateurs, sur les serveurs, éventuellement fournis par là-bas, quoi. Donc, enfin, je veux dire, c'est vraiment une situation, voilà ce qu'on peut envisager quand même dans le pire. Euh, Ensuite, vous avez, donc ça c'est pour la Chine et Taïwan. Clairement, ces deux entités pourraient plus fournir ou ne fourniraient plus ou seraient empêchées ou de toute façon il y aurait un problème majeur. Après, vous avez la Corée du Sud, le Japon. Donc ça dépend de leur attitude. S'ils essayent de défendre Taïwan éventuellement, eh ben, ils peuvent se retrouver aussi en guerre hein, avec la Chine, hein, clairement, les deux. Et donc, peut-être ça peut être beaucoup plus compliqué pour eux d'exporter leur production. Donc voilà, le problème c'est que ces pays-là, en fait, produisent aussi des composants électroniques de très bas de gamme. Hein. Ça veut dire des choses qui ne sont pas high-tech, des choses qui ne sont pas chères, mais par contre qui se retrouvent absolument partout. C'est-à-dire dans le moindre grille-pain, dans le moindre interrupteur électrique ou ce genre de choses-là, vous avez des petits composants qui coûtent pas cher, qui sont pas du tout high-tech, mais qui sont indispensables pour le coup. Et là, ça pourrait poser problème. On pourrait même imaginer que certaines usines soient reconverties pour les besoins militaires. À ce moment-là, il n'y a plus de production civile. Hein. Donc, vous comprenez un peu la situation. Il y a un peu moins ce genre de situation pour le sud-est asiatique. Parce qu'il y, bon, y a des fabrications de composants, mais on est très loin de compenser, en fait, ce qui est fabriqué dans cette zone-là, c'est-à-dire Corée du Sud, Japon, Taïwan, Chine. Les autres sont très loin de pouvoir compenser la production. Je rappelle quand même que ces derniers temps, hein, Trump a quand même fait des pieds et des mains pour récupérer des terres rares, pour récupérer voilà, les usines de chips, etc. Donc je veux dire, quelque part, c'est pas pour rien. Même si la situation peut-être dégénérera pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent, en tout cas, c'est clair que ça, malheureusement, ça s'améliore pas et il y a clairement quelque chose qui se passe là-bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un œil dessus. Après, quand on regarde plutôt vers le sud, quand on regarde plutôt donc les Philippines et le Vietnam. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Vietnam, en fait, ils ont déjà eu à se battre contre les Chinois. C'était dans les années fin des années 70. Je crois que c'était 78 ou 79. La Chine avait perdu, entre guillemets, contre le Vietnam, avec pas mal de pertes, mais il y a seulement quand même un gros mais dans l'histoire. C'est que je crois me rappeler qu'à l'époque, en fait, l'armée s'était arrêtée, était retournée en Chine pour des raisons qui n'étaient pas liées en fait, au fait qu'ils avaient eu beaucoup de pertes au Vietnam. Donc, euh, voilà, ça veut pas dire, ça veut dire que éventuellement, voilà, il serait pas nécessairement perdant dans un conflit avec le Vietnam ici. Surtout que voilà, ils ont leurs armées qui sont là. Hein. Ici, vous avez tout un tas de montagnes. C'est assez montagneux, donc c'est assez compliqué en fait pour tous les pays qui se trouvent dans le coin. Récemment, il y avait un conflit entre le Cambodge et la Thaïlande qui s'est réglé apparemment avec l'intermédiaire de Trump. Est-ce que c'est parce qu'il savait des choses sur la Chine et que ça a aidé pour les négociations? Mystère. Euh, L'objectif, en tout cas, de la Chine, s'ils récupéraient Taïwan, s'ils avaient vraiment des visées militaires sur Taïwan, ça serait évidemment de récupérer, enfin de récupérer définitivement, on va dire, tous les îlots qui se trouvent là dans cette mer qu'ils revendiquent en fait. Donc,
Donc nécessairement, il y aurait des tensions et potentiellement, il pourrait y avoir un conflit avec le Vietnam et éventuellement avec les Philippines et puis l'autre pays qui se trouve là. Donc il y a le Brunei ici. Euh, donc ici on a l'Indonésie. Donc voilà. Je ne sais pas exactement ce que revendiquent les Chinois sur cette partie-là, mais bon, voilà. Mais vous avez un certain nombre de pays, en tout cas, qui sont impliqués. Donc, à ce moment-là, il faudrait voir comment fonctionnent les alliances. Mais ça veut dire que, voilà, il y a vraiment... Le problème de l'Europe, hein, c'est avec la désindustrialisation, ce genre de conflit, ça provoquerait une crise économique terrible. Hein. Mais bon, je veux pas parler de ça, c'est pas l'objectif de la chaîne. L'objectif de la chaîne, c'est vraiment de rester concentré sur la partie expatriation et Asie. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, je peux essayer de rechercher plus d'informations. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Hein. De toute façon, j'en fais régulièrement. C'est vrai que c'est assez espacé. J'ai pas encore vraiment cherché à fouiller un peu dans les comment dire sur internet pour trouver des informations sur une potentielle situation de conflit dans cette zone-là. Mais bon, peut-être que c'est le genre de choses qu'il faudrait que je fasse. C'est vrai que ça peut devenir, très compliqué. En tout cas, a priori, il y a la Chine, Taïwan, la Corée, le Japon. Voilà, sont vraiment situés aux premières loges. Les Philippines sont quand même très impliqués avec les Américains et puis ils ont régulièrement des problèmes avec les Chinois. On le comprend hein, parce qu'il y a pas mal d'îlots ici en fait qui sont réclamés par tout le monde. Et donc il y a éventuellement des anicroches, peut-être pas militaires, mais en tout cas assez brutales. Donc ça serait compliqué pour les Philippines de rester neutres dans ce genre d'histoire. Il y a le Vietnam aussi qui a le même type de problème. Pareil, le Vietnam, c'est pas non plus une puissance militaire, donc tout seul il peut pas faire grand chose. Maintenant, s'il y avait d'autres pays, voilà, et puis après, le Cambodge n'est pas nécessairement aux premières loges. Ensuite, il faut voir les relations que la Chine a avec le Cambodge d'une part et d'autre part avec le Myanmar, la Birmanie. Pour moi, c'est vraiment un pays stratégique très important pour la Chine parce que elle lui donne un passage avec le Pakistan. Hein. Avec le Pakistan, mais là c'est beaucoup plus facile, un passage vers l'océan Indien. Donc c'est quand même assez important. Donc bien évidemment au milieu il y a la Thaïlande. C'est difficile de faire des pronostics. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande avait laissé passer les Japonais. Donc il n'y avait pas eu nécessairement beaucoup de combats à ce moment-là. Et puis voilà, je pense après, il y a ici, donc il y a la Malaisie. Il y a la Malaisie là, il y a Singapour, il y a l'Indonésie. Quelles seraient les relations avec la Chine à ce moment-là? Voilà, c'est vraiment tout ça, c'est un peu des points d'interrogation parce que ça fait longtemps que je me suis pas trop intéressé à la géopolitique de ce coin-là, donc voilà, c'est pas
c'est plus des interrogations que je soulève que des affirmations. Après, bon, quelles sont les relations des différents pays qui se trouvent sur ce chemin-là? Parce que pour la Chine, en fait, ce qui est important, c'est son approvisionnement en pétrole qui vient d'Iran. Donc voilà, c'est particulièrement important. Maintenant, voilà, ça dépend aussi des accords qu'ils ont signés avec la Russie. Parce que bah, vous avez ici un passage. Là, c'est peut-être plus compliqué, hein. Le passage là, il y a beaucoup de montagnes, éventuellement il y a des déserts, donc c'est peut-être plus compliqué de faire passer des pipelines ou ce genre de choses-là, ou de faire circuler des camions-citernes ou des trains, ou ce genre de choses. Ils ont la Mongolie aussi quand même, malgré tout, voilà. Donc voilà, régulièrement en fait il y a ce genre de news. C'est vrai que ça commence à faire pas mal de temps que ça dure, hein. Ça fait quand même maintenant quelques années que il y a un peu ce genre de gesticulation. Moi, ce qui m'a attiré l'œil, c'est le fait que Taipei a comptabilisé plusieurs milliers de sorties autour de son espace aérien depuis le début de l'année 2025. Donc ça, c'est l'aspect quand même le plus inquiétant. L'aspect le plus inquiétant, c'est cette gesticulation militaire couplée au fait que éventuellement il y a une crise économique grave en cours en Chine. Et ça, c'est à mon avis quelque chose de très problématique. Donc, bon, voilà, il parle de la montée en puissance des patrouilles furtives chinoises. Donc, signale régulièrement et pénétrant nord. Le 8 octobre 2025, donc il y a un mois, Taipei a détecté 26 appareils, dont 18 ont traversé cette ligne médiale pour évoluer dans ces secteurs aériens sensibles. Cette bascule est importante. La ligne médiane était traditionnellement respectée, même dans les phases de tension. Pékin efface désormais publiquement cette ligne, ce qui revient à contester l'idée même d'une zone tampon aérienne entre les deux rives du détroit. Voilà. Donc, pour rester prudent dans ce genre de situation, c'est voilà, c'est un peu quelque part la même problématique qu'avec l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de, de s'inquiéter quand il n'y a pas de news vraiment, mais d'un autre côté, quand on voit les choses qui, disons, s'accélèrent, peut-être à ce moment-là, bah, il faut regarder un peu plus, peut-être un peu plus souvent, de manière à comprendre un peu ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette lucidité. Je pense que c'est vraiment très important. Maintenant, pour moi, vraiment la variable importante, parce que faut bien comprendre une chose, hein, je veux dire, quand on regarde de la carte ici, l'île de Taïwan, elle risque pas de partir vers les États-Unis, elle risque pas de s'envoler ou d'aller dans l'hyperespace. Enfin, je veux dire, elle est là et elle bougera jamais. Donc, à moins que les Américains leur fournissent de la bombe atomique, hein, clairement, les Chinois peuvent toujours garder l'espoir de la récupérer, même dans 10 ans, même dans 20 ans. Donc, voilà, c'est pas vraiment trop ça le problème. Par contre, c'est vrai que si dans les grandes villes de la côte est, hein, Pékin, Shanghai, Canton, etc., Chengdu au centre, tout ça, il y a vraiment beaucoup de jeunes et de gens qui sont au chômage. Là, pour le coup, ça risque d'être assez compliqué pour le régime. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai que les tentations, elles peuvent être grandes de forcer les choses sur Taïwan pour calmer tout le monde. Pas nécessairement d'ailleurs.
Enfin, ça peut être beaucoup des gesticulations à visée interne. C'est aussi ça qui est compliqué à interpréter. Il faut vraiment arriver à comprendre ce qui se passe en interne dans la société chinoise, de manière à comprendre si cette agressivité, en fait, elle n'est pas destinée quelque part à expliquer en interne que il faut pas vraiment trop bouger parce que l'État a la puissance, etc. Ça se fait quand même pas mal comme ça pour éviter qu'il y ait des explosions de violence ou des manifestations importantes ou ce genre de choses-là, ce qui est très possible, hein. Je veux dire, la vision qu'on a en Occident de la Chine est une vision généralement fausse, c'est-à-dire que les gens comprennent pas que les Chinois peuvent être assez vindicatifs hein, quand ils estiment que leurs droits sont lésés. Il y a une espèce d'accord dans la société civile qui perdure maintenant depuis Xi Jinping, depuis pardon, Deng Xiaoping. Hein, c'est donc depuis les années 80. Donc ça fait depuis 40 ans qu'il y a une espèce de, comment dire, une entente un peu tacite entre les gens, le Parti communiste, le pouvoir, etc., qui est que bon, le système assure le, la vie des gens, fait progresser la croissance, etc., enrichit le pays. Et pour le coup, c'est vrai, je veux dire, la Chine s'est beaucoup enrichie ces dizaines de dernières années. Et quelque part en échange, les gens ne disent pas grand-chose et restent assez tranquilles parce qu'ils voient les améliorations. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, moi j'étais en Chine plusieurs fois sur une période de 10 ans et je suis resté 6 ans en expatriation et on voit, c'était très visible l'évolution. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait un deal et le deal était tenu en fait, hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que maintenant, euh, on voit passer pas mal de vidéos. Alors vous savez ce que c'est que les vidéos, hein. Il y a des gens qui disent que c'est une catastrophe, il y a des gens qui disent que c'est le paradis sur Terre. Après, il faudrait vraiment étudier de manière beaucoup plus fine ce qui se passe sur le terrain pour comprendre quelle est véritablement la situation. Mais c'est vrai que si la situation est pas bonne au niveau social, pour moi, c'est particulièrement dangereux en fait. Voilà, donc je peux pas me prononcer vraiment. J'ai pas d'avis définitif sur la question pour l'instant, mais c'est vraiment une situation que je suis avec beaucoup d'attention et dès que je vois une news passer sur le sujet, donc je fais une vidéo. N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire. Bon, je doute pas qu'il soit modéré, hein, parce que généralement sur cette chaîne, les gens donnent des commentaires assez modérés. Mais si vous voulez demander des précisions, si le sujet vous intéresse, etc., bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, ça me fera plaisir d'échanger. Et puis éventuellement aussi, si vous êtes expatrié dans ces zones-là, peut-être vous pouvez vous poser des questions. Bon, faut pas hésiter à en parler. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.